Je vais donc donner maintenant la parole à Julien Paulus pour le débat Territoire de la mémoire intitulé Poetic Lab, poésie insoumise et littérature embarquée. Un débat qui aura lieu avec Charline Audin, Justine Hupp, Dan Van Bramdonk en ligne, donc, qui apparaît déjà sur le grand écran derrière nos invités, et Pascal Leclerc, il faut excuser, je pense, Lisette Lombé. Voilà, Julien, je te donne la parole pour 1 heure. Merci. Merci Jérôme Jamin. Donc à mon tour, je vous salue toutes et tous et vous remercie de nous rejoindre ici en direct à la Cité Miroir pour cette rencontre organisée par les Territoires de la Mémoire dans le cadre donc, de la Foire du Livre Politique de Liège, 13e édition. Voilà, l'ouvrage qui nous rassemble aujourd'hui, effectivement, s'appelle Poetic Lab, sous-titré Poésie embarquée pour professeurs. Donc, on va surtout parler de la langue qu'on apprend, la langue qu'on enseigne, qu'on transmet, qu'on réforme parfois, qu'on triture aussi de temps en temps. La langue, outil de communication, de transmission, outil de pouvoir parfois, voire de domination, mais peut-être également outil de résistance et en tout cas peut-être outil d'émancipation citoyenne. Voilà, c'est tout ça est un peu le propos que l'on peut retrouver dans ce livre. Et donc avec nous, pour en parler, quatre personnes attachées à ce livre. Je commence les présentations par le centre. Charline Audin, au centre de la pièce. Charline Audin. Bonjour. Bonjour Charline. Professeure à la Haute École Charlemagne de Liège, c'est vous qui êtes à l'origine du projet Poetic Lab qui a donné, in fine, le livre qui nous rassemble aujourd'hui. Donc vous aurez l'occasion de nous le présenter. En vidéoconférence, ça a été dit, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Dan Van Bramdonk. Bonjour. Vous êtes chercheur-professeur de linguistique française à l'Université libre de Bruxelles ainsi qu'à la Vrije Universiteit de Bruxelles. Vous avez été vice-président du Conseil de la langue, de la politique linguistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous avez présidé la Ligue des droits humains en Belgique francophone. Également été vice-président puis secrétaire général de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Donc nous avons le plaisir d'accueillir ici à la fois le linguiste et le militant des droits humains. Merci à vous. Ici à ma gauche, Justine Hupp. Alors Justine Hupp, bonjour, vous êtes docteur en langue, lettres et traductologie, chargée de recherche FNRS en sociologie de la littérature ici à l'Université de Liège. Vous êtes l'autrice d'une thèse défendue en 2019 sur la littérature embarquée. Donc, on parle ici de poésie embarquée pour professeurs. Vous allez pouvoir nous expliquer ce qu'il faut entendre par littérature embarquée. Et vos recherches de prédilection explorent la littérature française contemporaine, mais sous le prisme des enjeux du récit et de la fiction à l'ère néolibérale. Voilà, tout un programme. Je pense qu'on va pouvoir parler là de langue comme outil de domination, mais aussi de résistance. Et enfin, là, c'est notre liste, Pascal Leclerc. Alors, Pascal Leclerc, bonjour. La rumeur vous dit licencié en philosophie, mais vous êtes surtout connu comme poète, traducteur et romancier. Vous êtes l'auteur de plusieurs recueils, romans. Vous avez traduit également des recueils et des romans. Vous êtes également enseignant et à ce titre, vous avez développé un atelier d'imprimerie à l'école Léopold Mottet ici à Liège et créé les ateliers Poésie Pur Port. Vous avez participé au projet, vous avez directement participé au projet de Charline, Poetic Lab, et puis vous nous expliquerez sans doute quelle a été justement votre participation dans ce projet. Alors justement, ce projet, Poetic Lab, Charline Audin, est-ce que vous pourriez nous dire un mot, en tout cas sur son origine? Quel était le constat qui vous a poussé peut-être à mettre sur pied ce projet? Avec quelle finalité, quels enjeux? Dites-nous un peu plus. Alors, peut-être pour rectifier un tout petit élément de la présentation, nous parlons aujourd'hui sous l'égide du président du Conseil de la langue, non pas du vice-président. Dan Van Bramdonk a été, je pense, élu président il y a quelques mois. Donc, d'autant qu'il est là fait un derrière crime et de qu'il nous observe, c'est président. très impressionnant. Je prie Dan Van Bramdonk de m'en excuser. Mais non, mais comme vous le voyez, je suis tout particulièrement bien entourée.
que ce soit par des poètes, des linguistes, d'éminents sociologues de la littérature. Et dans ce quotidien, je pense que j'ai une attention personnelle portée vers la langue, la manière dont elle fonctionne en société, mais aussi la littérature qui fait partie vraiment de ma vie de tous les jours. En tant qu'enseignante, dans un contexte où je forme de futurs enseignants, c'est un peu méta tout ça, hein, prof de prof, je me suis dit à un moment donné, j'ai éprouvé effectivement une réelle difficulté à me retrouver dans une représentation de la langue et de la littérature telle qu'elle était véhiculée dans l'institution scolaire. Et de cet état de fait, je me suis dit que j'allais essayer de proposer quelque chose. Et avec le soutien de mon établissement, j'ai pu mettre un pied de côté et proposer un laboratoire linguistique, poétique, pour tenter de me présenter à mes étudiants, qui sont eux-mêmes de futurs enseignants, une vision de la langue vivante, une vision de la littérature active, qui se fait, dont on parle, qui ne soit pas sous cloche. Donc ça, c'était la motivation première, elle était peut-être un peu personnelle. La vraie raison, c'est un constat d'échec. Je pense qu'on peut faire depuis quelques années le constat du fait que les ambitions démocratiques de l'école, telles qu'elles étaient définies dans les décrets missions et autres, n'ont pas abouti. Aujourd'hui, on a de nombreux élèves qui sortent de l'école et qui ne sont pas effectivement outillés, linguistiquement parlant, pour se positionner en tant que citoyens, pour avoir effectivement l'occasion d'exprimer une pensée complexe, de lire et d'écrire efficacement dans des contextes de la vie quotidienne. Et de ce constat d'échec, je pense qu'on n'est pas obligé aujourd'hui de se dire que c'est une impasse définitive, qu'on peut réinventer des espaces dans l'enseignement, un peu à la manière dont Marielle Massé le signale dans Nos cabanes. On peut reprendre des places et avec ce laboratoire poétique, politique peut-être un peu aussi, il était question de redonner place à cette langue et permettre effectivement aux enseignants, aux futurs enseignants, de renouer avec une parole authentique. Alors, mon envie d'inviter des poètes, c'est parce que je pense que c'est peut-être en poésie qu'on peut réfléchir à tout ça, éprouver réellement la langue telle qu'elle se construit syntaxiquement, c'est faire de la grammaire sans en avoir l'air, mais c'est aussi peut-être construire une représentation du monde, associer des mots entre eux pour générer une réalité différente. Je pense que c'est une matière importante pour la constitution d'un esprit citoyen. Voilà. Merci. Alors concrètement, comment le projet a-t-il pu répondre à ces aspirations? Comment ça s'est produit? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était des ateliers? Quel était l'aspect concret? Alors, l'aspect concret a été au quotidien une réflexion sur la place de la langue, entre autres avec l'intervention de Dan Van Remdonk dans le cadre de cours et de formation en haute école. Et progressivement, on a, pendant une semaine, invité plusieurs poètes, dont Pascal faisait partie, mais était présent également Lisette Lombé, qui s'excuse aujourd'hui parce qu'elle est effectivement dans une école en train d'animer des ateliers d'écriture, Karel Logiste, qui fait pareil à Droix, pas bien loin, là aujourd'hui. Et l'enjeu était vraiment, puisqu'il s'agit vraiment d'auteurs ayant une palette et une vision de la poésie différente, de montrer ce que pouvait la poésie, comment elle elle permettait peut-être aux élèves de se réconcilier avec la langue, effectivement, concrètement. Et alors après, donc, ils ont produit toute une série d'énoncés. L'enjeu était de les amener sur scène. Ça n'a pas pu avoir lieu à cause de la pandémie. Mais il s'agissait vraiment de construire avec eux une parole en vue d'une prise de parole publique, en fait.
J'entends ici une espèce de constat d'échec par rapport aux ambitions démocratiques de l'école, en tout cas dans la transmission, une forme de divorce aussi quelque part entre les élèves, les étudiants et leur langue. Alors là, je vais me tourner peut-être vers Dan Van Randonk à ce sujet. Je pense que vous partagez ce constat. D'ailleurs, je vais vous citer. Et vous parliez, vous êtes surtout attaché à l'enseignement de la grammaire. Et vous parlez de la grammaire traditionnelle comme une tradition inutile, normativiste et finalement stérile, et qui, selon vous, préconise une étude parfaitement irraisonnée de mécanismes et de lois arbitraires. Alors là, on a ici un diagnostic assez dur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce diagnostic si dur? Alors, la première chose que je dois vous dire, c'est que je ne suis pas original là-dedans. Je veux dire, ce sont des diagnostics qui ont été posés il y a déjà le siècle dernier, le siècle d'avant. À partir du moment où il y a une scolarité à base relativement obligatoire, on s'est rendu compte qu'on a focalisé la scolarité et la grammaire à l'école essentiellement sur la composante orthographique, qui est particulièrement complexe en français, vu qu'on n'a pas une correspondance son-forme, et qui est régulée par un certain nombre de règles, dictates, etc., qui sont formulées d'une manière peu appropriable. Et on se retrouve avec une grammaire qui est essentiellement tournée vers l'orthographe, c'est-à-dire essentiellement vers la phrase, parce que l'orthographe, c'est dans la phrase. Ce sont les mots, ce sont les accords d'un adjectif avec un nom ou d'un verbe avec son sujet. Donc, tous des éléments qui sont dans la phrase, mais qui ne sont pas du tout dans la pensée développée, dans des messages plus longs, pas du tout dans le texte, pas du tout dans le discours. Et donc, on a développé une grammaire à des fins purement orthographiques. C'est facile à évaluer, c'est facile à dompter, soi-disant, quand on est le maître en classe face à la fosse au lion que sont les élèves. Mais c'est en fait pas facile du tout pour ce qui est de la production de texte. L'école, la grammaire, les règles ne permettent pas du tout une forme de libération du geste d'écriture, une forme d'écriture du texte ou une forme de rédaction de la pensée un peu longue au-delà de la phrase. Et ça, c'est assez problématique. Et il faut savoir que cette grammaire a été utilisée systématiquement à des fins de domination d'une variété de français sur les autres, quand on a commencé à généraliser l'enseignement du français par rapport aux autres variétés dialectales au XIXe siècle, et puis ensuite à l'intérieur de la variété privilégiée, d'une domination de ceux qui savent et qui pourraient savoir parce qu'ils ont le pouvoir sur les règles, et de ceux qui n'arriveront jamais à les maîtriser. Ces règles sont absconses. Lisez les règles d'accord du participe passé, ça prend des pages dans le bon usage. Il y a 42 règles, je pense, d'accord du participe passé, et on passe un temps de gueux à essayer de maîtriser ces règles dans l'enseignement primaire et secondaire pour un résultat absolument nul quand ils arrivent à l'université, je peux en témoigner, et ce n'est pas de la faute des élèves, je crois, fondamentalement, c'est de la faute au discours grammatical. Le résultat est complètement nul. Et en fait, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un participe passé. C'est quand même assez fou de passer des dizaines d'heures sur une matière, l'accord du participe passé, alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est ni à quoi ça sert. Donc pour moi, c'est un échec patent de ce mode d'enseignement scolaire, de l'enseignement de la grammaire, alors qu'il est passablement sacralisé. Tant l'orthographe française que la grammaire française ont, par une espèce de hold-up, atterri sur le piédestal d'un statut particulier qui est celui d'appartenir à l'identité culturelle française. Il n'y a qu'à voir les réactions du ministre Blanquer ou de quelque autorité française que ce soit dès qu'on essaye de toucher à ce type de discours. C'est complètement épileptique, hystérique. Il y a une espèce d'identité à laquelle on ne peut pas toucher, alors que n'importe quel regard scientifique, et le mien comme celui de mon voisin, s'il essaye de regarder ces discours de manière plus ou moins critique avec un minimum de distance, on ne peut se rendre compte que d'une chose, c'est que c'est inappropriable. Et le rapport d'un locuteur à sa langue ne peut pas être celui de l'inappropriabilité. En fait, le gros problème, c'est que ce sont les locuteurs qui possèdent la langue. C'est les locuteurs qui sont capables de normalement réguler cette langue par la communauté de leur discours. On leur a fait croire que ce n'était pas ça. Et quand on leur parle de la langue ou qu'on leur parle de la grammaire, on leur parle de quelque chose qu'il faut absolument défendre in abstracto. Il faut défendre une entité. Alors que la langue, c'est aussi un outil au service de la communication, et pas de la communication bêtement utilitariste, la communication créative, créatrice, et donc aussi de la poésie, de la littérature. Eh bien, on n'a pas accès à ce type de développement à l'école, en tout cas dans l'observation des règles de constitution de la langue. Et pour moi, ça, c'est un échec, effectivement.
Est-ce que vous diriez du coup que c'est une langue qui se retrouve déconnectée, un peu dans sa bulle, on parlait de l'écrivain dans sa tour d'ivoire à une époque, mais est-ce que finalement la langue, est-ce qu'on n'essaye pas de la mettre non plus dans une espèce de tour d'ivoire qui favoriserait, dont l'enseignement favoriserait peut-être les plus dociles, les plus obéissants par rapport aux règles, qui plus est arbitraires? Mais en fait, quand on voit comment est rédigé le corpus des règles, c'est un corpus qui a très peu évolué entre le 19e, le 20e et le 21e siècle. Très peu, à quelques virgules près. Or, l'enseignement au 19e siècle était un enseignement tout à fait tourné vers l'obéissance. Il était hors de question de faire critiquer quoi que ce soit. Il fallait les doigts sur la couture du pantalon, obéir. Et donc, ce n'est pas du tout une éducation tout à fait libératrice et autonomisante. Depuis la fin du XXe siècle, on jure dans nos objectifs pédagogiques terminaux de l'enseignement qu'il faut absolument rendre l'élève autonome et capable de s'inscrire avec distance critique et esprit critique dans la société. Et qu'est-ce qu'on fait? On utilise exactement les mêmes outils que depuis 2 siècles. Je veux dire, moi, l'obéissance et l'esprit critique, je ne veux pas les obtenir avec exactement les mêmes outils. Or, on n'a pas changé les outils. Donc, effectivement, ça favorise les dociles. Le respect d'une règle idiote, celle qu'on ne comprend pas, mais on dit « Ah tiens, j'ai trouvé A, je vois qu'il y a B à côté, donc ça va donner C. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je peux le faire, je peux l'appliquer. » C'est une application imbécile d'une règle. Tant qu'on ne transmet pas le sens des mécanismes. Et c'est à ça que la grammaire doit servir. C'est transmettre le sens de ce qu'on fait et travailler sur l'organisation des textes et pas seulement sur des phrases artificielles dont on analyse de sujet vers complément en termes de nature et fonction. C'est pas de ça qu'on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est de faire décoder et encoder des messages et de permettre aux locuteurs-scripteurs de se dire « Ok, voilà ce que je reçois, je le décode, je le comprends, voilà ce que je transmets. » Et les autres décoderont et comprendront mon intention si on a bien transmis avec un bon formatage. C'est à ça qu'il faut s'atteler. Et ce formatage peut être un formatage qui peut dire à la fois la réalité la plus technique, mais aussi l'imagination la plus débridée, la plus débordante et la plus déstructurée. Et c'est ça qui est important. La grammaire, en soi, elle doit être libératrice de la parole, libératrice du geste d'écriture, et elle n'est conçue dans notre société que comme stérilisante et frustrante. Même si elle est mise sur un piédestal et qu'il faut effectivement tous les jours ouvrir la petite armoire, la vitrine, pousser, comme on dit à Bruxelles, c'est-à-dire polir avec un bel essuie pour le faire briller la statue du commandeur de la langue, et puis refermer tranquillement, religieusement, et attendre le lendemain pour pouvoir de nouveau faire une génuflexion devant. Non, la langue, c'est pas ça. La langue, elle se violente, elle sème, elle se triture, elle se mâche, elle se recrache, elle s'absorbe. Voilà, la langue, c'est notre compagnon, c'est notre univers et c'est ce qui nous permet d'être au monde. Merci, mais effectivement, bon, vous êtes professeur de linguistique française, donc ici on a bien compris qu'on parle surtout, évidemment, en premier lieu de la langue française. Est-ce que cet aspect sacralisé extrêmement normatif se retrouve également dans d'autres langues, ou est-ce que on pourrait dire que c'est vraiment une spécificité francophone? Alors, je ne vais pas jurer que ça n'existe dans aucune langue, mais à ce point, c'est hyper rare. Il faut savoir qu'en fait, la France est un des rares pays qui se rêve monolingue. Hein. Pendant très longtemps, là, ils viennent de redécouvrir leur variété dialectale, mais c'est un des rares pays de l'Union européenne et du monde qui se rêve monolingue, alors que ce n'est pas vrai. Et donc, fatalement, c'est par la langue qu'on a unifié le territoire, vu que, comme c'était une langue qui n'était pas partagée au début du 19e siècle, on a fait en sorte que l'unité nationale se fasse autour de l'apprentissage de la langue. Et du coup, les instituteurs, c'était des petits soldats. Donc, fatalement, quand vous construisez un État et un nationalisme à partir de la langue, il est un fait que la langue a une importance. Donc, toutes ses composantes sont intouchables. Si vous regardez l'anglais, les cours de grammaire en anglais, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, ils n'en font quasiment pas. Si vous prenez un pays comme la Finlande, j'ai discuté avec une collègue finlandaise, ils ne font pas du tout de grammaire avant le secondaire. Ça n'existe pas. Parce qu'en fait, les enfants parlent et écrivent, alors ils apprennent à écrire, mais évidemment, en finnois, on a une meilleure correspondance sans forme, on écrit quasiment tout ce qu'on prononce. Mais donc, on a vraiment une tradition qui est une tradition très particulière et qui nous met, à l'insu de notre plein gré, dans le bas du panier des enquêtes PISA, par exemple. On nous dit toujours qu'on est nul en français parce qu'on ne sait pas lire des textes, c'est ce que disent les enquêtes PISA qui regardent le niveau de lecture
et de compréhension de texte pour les élèves de 15 ans. Et la communauté française se retrouve systématiquement dans le fond du panier. Il ne faut pas croire que c'est les institutions de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui sont absolument nulles. Les Français de France sont eux-mêmes très en bas du panier. Pourquoi? Parce qu'en fait, encore une fois, tous les outils qu'on construit avec l'élève quand on lui explique comment fonctionne sa langue sont des outils de la phrase. Or, le texte, vous le savez très bien, n'est pas juste une addition de phrases. Et donc, le sens du texte, on ne l'étudie jamais vraiment que dans le secondaire, mais pas dans le primaire. Et pour moi, c'est ce qu'il faut absolument inverser. Il faut partir avec les enfants à l'école primaire, il faut partir de ce qu'ils savent et de ce qu'ils connaissent. Et un enfant, quand il arrive à l'école, il sait parler. Il est dans le discours, il n'est peut-être pas dans le texte écrit, mais il est au moins dans le discours, il est dans des contextes qui sont des contextes beaucoup plus larges qu'une phrase du style « le facteur distribue le courrier ». Et donc, c'est à partir de là qu'il faut partir. Il faut lui donner la capacité de respirer son texte, d'embrasser la production, d'embrasser le contexte. Et il comprend ça. Moi, je le pratique dans des formations que je fais dans des écoles, dans une dizaine d'écoles maintenant. C'est un vrai bonheur de voir les enfants écrire, avec des fautes d'orthographe les premières années, mais ça s'améliore, des textes longs parce qu'ils sont dans le discours. Et pas des phrases courtes de 4 mots parce qu'il faut faire sujet, verbe, complément. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on vise. Et donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose de fondamental. Et cette tradition, elle est très française. Donc, c'est normal que quand on fait que de la phrase, on n'arrive pas à performer, comme on dit dans les enquêtes PISA, même si ce n'est pas pour moi un horizon insurpassable, les enquêtes, mais ça dit quelque chose sur notre manière d'envisager les choses. Et ça, pour moi, c'est clairement qu'on a une tradition très particulière, avec une langue mise au pinacle qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas toucher. Alors, quand vous regardez la francophonie, la Belgique, est-ce qu'elle est? C'est avec des espèces de petits rebelles aux marches, parce qu'ils sont toujours considérés comme ceux qui n'y arriveront jamais. Hein. On est toujours un peu le belge du français, mais en grammaire, c'est la même chose. Sauf qu'on leur a quand même fourni les plus grands normativistes qui soient. Il fallait quand même prouver qu'on pouvait, hein, dans une attitude un peu d'autoflagellation. Retenez-moi, je suis mauvais, bam, 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 excusez-moi de me demander pardon. Voilà. Donc, on a Grevis, Gauss, Dopagne, Hans, enfin, tous les grands de la pire manière scolaire qu'on puisse faire. En France, bon, ce sont les grands seigneurs, c'est le coq sur le tas de fumier. Au Québec, ils ont la trouille parce que tout autour, c'est de l'anglais, donc ils ne peuvent pas trop toucher à la langue. Mais pour eux, du coup, la langue, c'est aussi un totem. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. En Suisse, ils sont un peu bof, quoi. Ils sont un peu comme les Belges, mais ils ont moins les moyens de remuer, donc ils sont un peu... Voilà. Mais donc, même en francophonie, il y a des différences d'appréciation. En attendant, à l'école, on fait tous de la phrase, on fait tous de l'orthographe, on fait tous de la grammaire de phrase, des trucs qui ne servent pas à grand-chose et qui ne permettent pas d'écrire ou de produire. Merci. Alors, je me tourne vers Justine Hupp. On vient d'entendre l'aspect dimension extrêmement formelle, normative de la langue française. Est-ce qu'en tout cas dans son enseignement, dans ses structures, dans sa grammaire, est-ce qu'on peut trouver également l'équivalent dans la littérature française? Est-ce qu'il y a un impact, cet aspect extrêmement sacralisé, rigide de la langue? Est-ce qu'on retrouve un impact de cela dans la littérature? Alors oui, sans doute que dans la littérature française, il y a des résistances face à certains textes. On peut, et on voit ça quand on fait lire aussi certains textes qui ne jouent pas sur une forme d'écriture belle ou sur des constructions grammaticales parfaites. Ça peut avoir un effet de réception qui consiste à dire mais c'est pas bien écrit, c'est pas un bon livre, etc. Bon, par ailleurs, je pense que vraiment la littérature, alors j'aime pas du tout les définitions essentialisantes de la littérature, mais de manière très générale, comme pratique, on peut dire que c'est un espace où justement on peut jouer avec le sentiment de la langue et on peut justement détricoter la grammaire. Bon, c'est aussi tout l'intérêt, il me semble, du projet du Poetic Lab quand on travaille avec des gens qui vont être formés à devenir des professeurs. Je pense qu'il y a vraiment des savoirs sur la langue qui peuvent se construire par la pratique et par la pratique de la poésie. Donc je pense que là, ça s'articule très bien. Après, l'autre chose, c'est ce à quoi me fait penser l'intervention d'Anne van Remdonk, c'est ce que j'essaie d'appeler la littérature embarquée dans ma thèse. Mais c'est une espèce de... Alors, c'est plutôt une posture politique qu'une posture par rapport à la langue, mais c'est une posture d'écrivain, d'écrivaine qui consiste à se dire
on n'a pas de recul, d'assise absolue sur le réel, on est pris dedans, comme un locuteur est pris dans une langue, comme un enfant est déjà pris dans un discours, même si c'est imparfait, même si on fait des fautes, même si c'est incohérent. C'est un peu ce que j'essaie de voir avec des écrivains. Alors là, c'est très différent, mais c'est quand même un peu cette idée d'embarcation, elle est liée aussi à ce type de posture-là. Voilà. Je vois qu'il y a un petit écran qui est apparu, j'étais un peu perturbé. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez intervenir et poser des questions via Zoom. Donc, au bas de votre écran, vous avez un chat. Donc, n'hésitez pas, on prendra les questions le plus possible, en tout cas pour essayer d'y répondre. Alors, justement, la poésie embarquée, puisque c'était le sujet de votre thèse, qu'est-ce que vous entendez par poésie embarquée? Alors, pardon, littérature embarquée. Parce bien sûr, on entend beaucoup parler de littérature engagée, par exemple, mais vous faites une nuance, et même une différence entre les deux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui. En fait, moi, l'étiquette, la notion de littérature embarquée, je l'ai utilisée pour décrire, pour qualifier le fonctionnement d'un certain nombre de textes littéraires sur lesquels je travaillais. Des textes écrits par des autrices, des auteurs comme Nathalie Quintane, Emmanuel Pirer, Jean-Charles Macera, enfin bref. Ce qui me semblait intéressant avec cette notion, c'est de mettre à distance deux étiquettes de catégories qu'on applique parfois à la littérature. La première de cette étiquette, la plus connue, c'est celle de littérature engagée, qu'on utilise alors dans un espèce de sartrisme un peu simplifié, mais qu'on utilise quand même beaucoup, qui a fait date un peu dans les études littéraires. Alors pourquoi je pense qu'il faut la mettre à distance? C'est pas moi qui pense qu'il faut la mettre à distance, c'est parce qu'en fait, un certain nombre d'études, d'enquêtes sur le champ littéraire contemporain montrent qu'il y a plein d'autrices, d'auteurs qui eux-mêmes ne se reconnaissent pas vraiment derrière cette catégorie-là, qui, dans des entretiens, préfèrent parler autrement de leur travail, parlent de politique, parlent de critique, d'émancipation ou utilisent un tout autre vocabulaire, mais sont parfois intimidés par l'espèce d'image sartrienne de l'auteur, parce que cette image-là implique une forme de responsabilité de l'écrivain en tant qu'écrivain, c'est très fort dans la théorie sartrienne, et aussi une espèce d'autorité symbolique dont beaucoup d'autrices et d'auteurs n'arrivent plus à se prévaloir aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'essayais de mettre à distance cette première chose-là, voilà, pour respecter un peu ce que les auteurs et les autrices disent eux-mêmes de leur travail. Alors l'autre étiquette qui est moins connue, mais que j'essayais de mettre à distance dans ma thèse, c'est celle d'une littérature dite impliquée. C'est un peu la catégorie qu'on a forgée dans les études littéraires depuis les débuts des années 2000 pour parler d'une production littéraire où l'auteur serait plus, ou l'autrice serait plus un être dans la foule, qui fait plus un travail, enfin un homme parmi d'autres, si vous voulez le dire comme ça, qui fait plus un travail éthique, où il se dit touché, il fait un travail un travail beaucoup moins impressionnant que l'auteur sartrien qui veut agir directement dans le monde social. Je le dis littérature impliquée, mais ça rejoint aussi des choses qui ont été dites dans un livre notamment de Alexandre Geffen sur la littérature qui voudrait réparer le monde. Donc le nouveau paradigme, ce serait celui d'une littérature qui veut réparer le monde plutôt que le transformer. Donc ce serait une littérature qui serait moins révolutionnaire, pour paraphraser un peu ce que dit Alexandre Geffen. Et ce qui me pose problème là-dedans, c'est pas que des pratiques littéraires aient l'ambition de réparer le monde ou de jouer sur des formes de retisser des liens sociaux. Sans doute que ça existe, je pense que ça existe et c'est très bien. Ce qui me pose problème, c'est quand les étiquettes sont trop grandes et qu'en fait, elles mutilent un peu l'image qu'on peut avoir de ce qui se passe dans le champ littéraire et que du coup, elles passent sous silence un tas de pratiques et de rapports à l'écriture qui demeurent militants, qui demeurent politiques. Donc j'ai l'impression que ce genre de catégorie coupe un peu les griffes de la littérature contemporaine, la rend plus inoffensive que ce qu'elle n'est réellement. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu parler de littérature embarquée, en utilisant, alors là c'est un vocabulaire en fait qui est pascalien plutôt que sartrien, donc l'imaginaire de l'être humain qui est embarqué dans le monde. Et ce qui m'intéressait chez Pascal, et aussi chez des lectures de philosophes qui ont relu Pascal, des marxistes comme Lucien Goldman, etc., c'est qu'il insiste beaucoup sur le rapport de l'homme dans le monde comme étant embarqué, et donc soumis au ratage, soumis à l'incohérence, dont l'action n'est jamais sûre de pouvoir réussir. Et il me semblait que ce que je voyais chez les auteurs et les autrices avec lesquels je travaillais, c'est qu'il y avait une volonté politique, une volonté d'action dans le monde, mais qui assumait complètement des formes d'incohérence, des formes de bêtises, des formes beaucoup moins presque désautorisées d'action littéraire. Et une phrase que j'utilisais pour résumer ça, c'était une autrice qui s'appelle Noémie Lefebvre, qui disait dans un de ses bouquins, enfin elle faisait dire à un de ses personnages, d'engagement j'en ai pas, je voudrais bien savoir comment en avoir sans devenir un con d'engagé.
Et ça, c'est un peu ce qui résumait bien les postures des auteurs avec lesquels je travaille. Merci beaucoup. Alors justement, donc le droit à l'erreur, quelque part, le droit à l'expérimentation, le droit au travail des mots. Alors, le travail des mots, la poésie, voilà, c'est pas que les alexandrins, on ne compte pas toujours le nombre de pieds, parfois on fait un peu ce qu'on veut, alors souvent même, j'espère. Alors Pascal Leclerc, justement, en tant que poète, puisque c'est à ce titre que vous avez participé au projet Poetic Club, quelle a été votre approche avec ces jeunes futurs enseignants? Est-ce qu'il a fallu faire un travail de déconstruction de leur représentation de la langue? Comment ça s'est passé? C'est surtout un travail de déconstruction de la création. C'est vrai que moi, ça fait quand même des années que je travaille avec des jeunes gens qui sont en souffrance psychique, notamment dans l'enseignement spécialisé. Et j'ai mis en place un espèce de laboratoire aussi de typographie et de poésie, donc où on mêle la typo et la poésie en même temps. Et je me suis rendu compte que le gros problème que mes élèves avaient, en général, les gens qui se mettent à écrire c'est le sacro-saint problème de l'inspiration. Moi, je ne crois pas du tout à l'inspiration. Je pense que l'inspiration, c'est vraiment... Enfin, d'abord, c'est un vocabulaire qui est très marqué, j'ai envie de dire, spirituellement. Moi, je ne crois pas. Donc, ne croyant pas, je ne vois pas pourquoi je serais inspiré. Par contre, je pense qu'en partant de la langue qui existe, des choses que nous savons, eh ben, on est déjà dans la littérature. Et à partir du moment où on est déjà dans la littérature, rien ne nous empêche d'en écrire. Donc, la manière dont je travaille et dont j'ai travaillé avec les étudiants chez Charline, ça a été de les pousser dans des textes déjà existants. Donc, on a pris des mots dans des livres, par exemple. On a été coupé dans les livres. Alors, c'est très bien parce qu'en plus, ça désacralise complètement le livre, ce que j'aime beaucoup. On a coupé des mots dans les livres et puis après, on les a remis en forme pour faire des nouveaux poèmes. Alors, évidemment, il faut s'arranger pour ne pas que la deuxième partie du travail soit déjà connue, parce qu'autrement, on choisit les mots en fonction de ce qu'on va écrire et ça ne va pas. L'idée, c'est vraiment de d'abord parcourir des textes, être marqué par des mots, et puis ces mots-là, ben, on les choisit, on les découpe avec des petits ciseaux. Puis après, une fois que cette collecte de mots qui sont les mots de quelqu'un d'autre, mais qui sont en fait les vôtres. C'est vrai que ce sont les mots que quelqu'un a déjà écrits, mais si vous les choisissez, ça devient les vôtres. À partir de ce moment-là, on peut commencer à les mettre devant soi et on peut commencer à les faire voyager et on peut commencer à recréer de nouvelles structures qui finalement forment des nouveaux textes. Alors, est-ce que ce sont des poèmes ou est-ce que ce ne sont pas des poèmes? C'est justement toute la question qu'on peut se poser et qu'on peut aborder avec les élèves à ce moment-là, enfin, avec les élèves, les étudiants ou ceux qui ont envie d'écrire. Ça, c'est une des manières. Voilà. Moi, je pratique beaucoup la forme courte avec les étudiants parce que je trouve que c'est une forme, bon, par exemple le slogan ou l'aphorisme ou le court poème, je trouve que ce sont des formes qui permettent de concentrer vraiment le problème justement de comment redonner un sens à la langue. Hein, quand on travaille sur un slogan, par exemple, on va travailler sur une dizaine ou une quinzaine de mots, mais pour articuler ces mots, pour en faire sortir quelque chose qui ne sera pas forcément quelque chose de rationnel, mais qui sera quelque chose qui parle d'une manière ou d'une autre, et où peut-être on ne saisira pas tout de suite le sens, mais on sait qu'il y en a un. Et puis après, à partir de ce moment-là, on peut chercher tous les sens qu'on veut. Je trouve que cette forme courte est très intéressante. Alors, on a beaucoup pratiqué ça avec les étudiants. Voilà. Oui, Charline, je pense que ce qui réunit la démarche des différents invités ici, c'est cette dimension créative, le fait d'être presque dans une démarche ludique, au sens le plus noble du terme, apprendre à se réapproprier les choses, mais sans l'envie de nécessairement bien faire, de répondre à une norme. Je travaille quand même dans une école qu'on appelle toujours normale,
alors que ce n'est plus du tout son intitulé aujourd'hui, mais travailler dans une école normale, je trouve que ça fait parfois un peu peur. Et véritablement, l'enjeu était peut-être pour mes étudiants qui vont, j'insiste, véhiculer cette vision de la langue, faire l'enseigner parfois de manière brutale. J'avais vraiment envie qu'ils puissent s'autoriser à être créatifs, à toucher la langue, la cracher, l'éprouver presque physiquement. Ça a été le cas dans le cadre de l'atelier de Pascal, puisqu'ils ont concrètement imprimé des textes. On a eu l'occasion aussi de sortir de l'école, de venir ici dans l'espace de la cité miroir, et le fait de sortir de l'école pour libérer une prise de parole, et c'était aussi essentiel. Et je pense que si on évoque les auteurs dont parle Justine Hübbe dans sa thèse, il y a aussi chez eux un esprit d'expérimentation de la langue pour justement éprouver aussi le réel. Et c'est quelque chose d'essentiel vraiment dans le processus qui a été présent dans le cadre du Poetic Lab. Merci. Justement, parce que tu parles, je vais redonner tout de suite la parole à Pascal Leclerc, mais faire le constat d'une façon brutale d'enseigner la langue, c'est quand même assez interpellant. Et c'est vrai que quand on vous entend tous parler, y compris surtout Dan Van Ramdonk, effectivement, c'est un peu cette idée qui vient en tête d'une transmission assez brutale de règles extrêmement arbitraires. Pascal, vous vouliez ajouter ? Je voudrais ajouter que c'est très beau un alexandrin. Je veux dire, le problème n'est pas l'alexandrin. Après, si l'alexandrin, si on vous dit, ben, vous allez créer un poème en alexandrin, vous allez faire 4 strophes, puis 3, pardon, 4 vers, puis 3, et puis il va falloir faire des rimes riches, etc. Là, on est dans une création qui va être de manière normative, enfin, qui va essayer de vous normativiser. Mais enfin, il ne faut pas oublier non plus que ces choses-là sont nées dans un principe de libération et que c'est à partir du moment où elles continuent, où elles se perpétuent, qu'elles perdent leur sens, etc., que ça ne va plus. Maintenant, si vous glissez un alexandrin dans un texte, vous éprouvez une forme de bien-être parce que c'est quelque chose de beau. Voilà. Donc moi, par exemple, j'ai plein d'alexandrins dans mes textes, mais je ne les revendique pas comme tels, mais ils sont là. Et pourquoi est-ce que c'est beau? Parce que simplement, c'est vrai que dans la langue française, c'est quelque chose qui existe de manière évidente aussi. Et cette évidence-là, elle peut toucher comme une forme, oui, elle peut toucher. Mais ce que je voulais dire, c'est que les mots, moi je pense qu'il faut travailler le texte comme une matière vivante. Les mots sont de la matière. Et c'est ce qu'on a fait avec les élèves. On voulait vraiment travailler tout ça comme une matière vivante, que ce soit les mots que vous allez écouter dans un texte ou ceux que vous avez déjà dans la tête, parce que depuis que vous êtes tout petit, vous avez des mots, vous avez tout un vocabulaire. Tout ça, c'est de la matière vivante et on peut la travailler à la manière dont un peintre va écraser ça sur une toile de la matière, ça va faire de la peinture, etc. Et ça peut créer des choses qui sont vraiment très intéressantes d'un point de vue intellectuel. Par rapport à ça, souvent, il y a des gens qui me disent mais ça ne veut rien dire ce que les élèves font, ou ah, là on a créé un slogan mais ça ne veut rien dire du tout, etc. Et c'est quand même absolument aberrant de voir que les gens admettent volontiers d'aller voir un Pollock et de se rendre compte que ils aiment bien, c'est abstrait, etc. Mais par rapport à la langue, par rapport à l'écriture, on refuse totalement le fait d'avoir quelque chose qui soit simplement de l'ordre de la beauté ou de l'interpellation, mais qui ne soit pas rationnel. Si ce n'est pas rationnel, ce n'est pas bon. Si on ne peut pas comprendre, ce n'est pas bon. Et c'est un des gros problèmes qu'on a quand on écrit de la poésie, c'est que les gens disent « moi, la poésie, je ne comprends pas ». Et en même temps, on a envie de dire « on ne vous a pas demandé de comprendre ». On vous a demandé de ressentir, on vous a demandé de faire de la vivre comme une expérience.
mais certainement pas de la comprendre. Et donc, c'est ce qu'on a voulu faire aussi avec ces élèves, c'est de vivre la poésie comme une expérience. Et je crois qu'on a réussi, je pense. Il y a aussi tous ces enfants qui n'ont pas les mots. Et on parlait d'emprunt de mots à d'autres auteurs. Lire de la poésie fait partie aussi intégrante du projet. Il n'est pas question uniquement de générer des énoncés ou des phrases ou des textes poétiques sans jamais avoir été nourri auprès de poètes. Et on a été effectivement chercher avec Karel Logiste et Elisette des auteurs, des phrases qu'on a essayé de remettre en bouche et de réarticuler un peu pour voir un petit peu comment on peut, à un moment donné, s'inspirer de la langue de quelqu'un d'autre pour nourrir sa propre langue. Et ça, je pense que c'est aussi important parce que penser qu'on doit juste être dans un travail de création sans jamais se nourrir de littérature ou de lecture, c'est faux aussi. Donc, il y a vraiment un cercle vertueux à construire entre les représentations de la langue et la pratique de la langue et la pratique de la lecture, et pas n'importe laquelle. Et donc, dans cette logique-là, c'est un cheminement. On est vraiment dans un processus où on essaie progressivement de se doter de mots qui permettront de dire plus ou moins tout ce qu'on veut dire. Parce que c'est ça l'enjeu aussi, c'est de permettre à tout un chacun d'exprimer en fonction de sensibilité, de vécu, de réalité sociale parfois, d'exprimer vraiment des choses plus ou moins complexes. Et je pense que l'école doit de plus en plus aller vers cette dimension expérimentale de la langue et de la littérature, à force de continuer à être dans des prescriptions et de dire ce qu'il faut faire, ne pas faire. Je pense malheureusement qu'on on risque de non seulement mettre à mal la langue et la littérature à l'école, mais surtout de voir sortir des écoles des enfants qui ne savent plus lire ni écrire. Et ça, c'est un des grands enjeux aujourd'hui, je pense, en matière d'enseignement. Tout à fait. Il est déjà 15h15, donc il nous reste 15 minutes et on a déjà reçu plusieurs questions Internet. Merci à vous. Je vais poser la première qui va peut-être s'adresser en priorité à Justine Hupp. Alors, quelqu'un nous pose la question, finalement, la littérature n'est-elle pas toujours politique, même inconsciemment, de la part de l'auteur ou de l'autrice? N'est-ce pas une façon de montrer le monde et donc de le critiquer négativement et au mieux en proposer un autre? Alors, dans le livre, on vous posait la question, finalement, la littérature, à quoi bon? Ici, on prend plutôt le biais inverse, mais n'est-elle pas toujours politique en réalité, cette littérature, même si elle ne le souhaite pas? Oui. Alors, en fait, très théoriquement, on pourrait dire que ce qui est particulier dès qu'on essaie de poser la question d'une littérature qui serait politique, c'est qu'on est face à deux mots dont les périmètres sont fluctuants. C'est-à-dire qu'il me semble que et le mot littérature et le mot politique sont des mots polémiques dont les contours n'arrêtent pas d'être interprétés, on n'arrête pas de lutter pour délimiter ou non ces choses-là d'une manière ou d'une autre. Il y a des choses qui nous semblent pas littéraires, qui sont reconnues littéraires à certains moments et inversement. Et je pense que si on essaie de s'entendre sur une définition de la politique, alors sur des choses très institutionnelles, on pourra peut-être s'entendre, mais sur est-ce que cet acte-là est politique ou pas, là aussi, c'est toujours sujet à débat. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, ça ne veut pas dire que cette question-là, elle est mauvaise, je veux dire justement elle me semble très intéressante. Je pense qu'en fait, on peut penser des formes de politisation de la littérature qui sont très différentes en fonction de nos définitions de ces deux objets et puis de nos convictions personnelles aussi. Alors, effectivement, une définition un peu maximaliste de ça, ce serait dire toute littérature est politique. Et on pourrait le justifier de plein de manières. On pourrait le justifier en disant, déjà dans le rapport à la langue, on pourrait considérer que parce que dans un rapport à la poésie ou au roman, on se soustrait à une langue dominante, la langue transitive, la langue qui sert essentiellement à transmettre des messages, il y aurait une fonction critique ou politique de la littérature parce qu'elle nous mettrait en contact avec un rapport à la langue qui serait un peu différent. Et dans ce cas-là, on dirait que toute littérature est politique. On pourrait dire aussi que la littérature est politique dès lors qu'elle crée des espèces de communautés textuelles autour d'un texte. Et c'est ce qui s'est passé, je crois, dans le Poetic Lab. C'est ce qui se passe, je pense à ça sur les scènes slam. Je pense qu'il y a des assemblements d'individus, il y a quelque chose de collectif. Et donc, on peut penser que ça aussi, c'est une forme de politisation de la littérature.
Et donc, je pense qu'il y a des degrés de politisation et des degrés de militance très divers. À côté de ça, il y a des littératures plus explicitement militantes, plus explicitement politiques. Il y a des littératures qui, dans leur contenu, inventent des fictions, nous mettent face à des expériences de pensée qui sont explicitement critiques quant à l'ordre du monde. Et donc, voilà, ça dépend un peu de convictions personnelles. Personnellement, moi, je pense que toute littérature n'est pas politique, ou alors il faut s'entendre sur le degré de politisation qu'on entend. Donc, c'est pour ça que j'essaie de préciser, ça dépend si on parle de rapport à la langue, de communauté, d'expérience de pensée. Il y a plein de manières de politiser la littérature. Voilà. Merci. Peut-être le point de vue du poète sur la question. Toute littérature et donc partant toute poésie est-elle politique? Moi, je crois que de toute façon, je suis un peu gramscien à ce niveau-là. Je crois qu'on a tous une philosophie spontanée. On est tous empreints de philosophie et c'est en ne travaillant pas, ou empreints politique, et c'est en ne travaillant pas dessus qu'on prend la philosophie ou la politique dominante. Donc forcément, on transmet une vision qui est celle de notre milieu, de notre... voilà. Donc, à partir du moment où on pose un acte créateur, il est de toute façon traversé par une idéologie, entre guillemets. Mais par contre, je crois que c'est à nous de la travailler. Je crois que c'est important de la travailler pour justement être conscient de ce qu'on fait et ne pas véhiculer des choses qu'on ne voudrait pas véhiculer, et pour dynamiter ce qu'on a envie de dynamiter. Voilà. Donc, si on est dans un rapport justement de révolte envers la normativité ou envers ce qu'on veut nous imposer comme norme, je crois que c'est important de réfléchir là-dessus et c'est ce qu'on fait finalement dans un Poetic Lab. Dans un Poetic Lab, on travaille politiquement aussi notre rapport au monde, notre rapport aux mots, et on fait prendre conscience, et on prend conscience de la manière dont on est traversé par certains schémas de pensée. Merci. Je vais prendre une autre question Internet qui s'adressera sans doute plus à Dan Van Ramdonk. Alors, quelqu'un nous demande quelle place pour les nouveaux langages issus des réseaux sociaux, de l'Internet et d'autres formes d'expression dans la construction de la langue française, massacre ou liberté de la langue? Alors là, Dan Van Ramdonk, assistons-nous à un massacre de la langue française? On assiste à un massacre, oui, mais de la conception monolithique de la langue française, qui est une bonne chose. Si on regarde un peu l'évolution de l'appréhension de la langue, même dans l'enseignement, on a enseigné essentiellement pendant des siècles la langue écrite, vu qu'on était tourné vers l'orthographe. Et que l'orthographe, sauf grammatical, le cas échéant, ne s'entend pas à l'oral, ou très peu. Donc, on était focalisé sur une version écrite de la langue. Et puis, dans les années 80, est apparue l'idée qu'il y a de l'oral aussi. Sauf que quand on a vu qu'il y avait de l'oral, on s'est très vite rendu compte qu'il n'y en avait pas qu'un, qu'il y avait des oraux. Et donc, on s'est lancé dans l'étude de l'oralité, de l'oralitude, de tout le phénomène de l'oral, à côté de notre version académique de l'écrit. Et arrivent différents types de supports, notamment clavardés, donc ceux pour lesquels on utilise un clavier, les smartphones, l'ordinateur, tout ce que vous voulez, et on se rend compte qu'il y a différents types d'écrits qui apparaissent. Et en fait, ce qui est dynamité, c'est la conception monolithique de la langue, avec différents types de possibilités d'utiliser la langue. Et moi, je parie, j'ai fait une étude d'ailleurs sur les différents supports et l'attitude des jeunes par rapport à ça. On se rend compte qu'il y a une intelligence adaptative qui se fait et qui est relativement normale. Il paraît que l'adaptation, ou la capacité d'adaptation est un signe d'intelligence. C'est que même si elle est en train de se construire, on a la possibilité de s'adapter aux circonstances de communication et donc au support de la communication. On n'écrira pas la même chose dans SMS que dans une lettre adressée à un ministre, que dans un courrier à son supérieur ou que dans la cour de récréation. Donc, on a différentes manières de s'exprimer, et donc les différents types d'écrits avec les nouvelles technologies ne sont jamais que différents types d'écrits avec les nouvelles technologies. C'est ni mal, c'est même plutôt bien, parce que ça favorise justement cette capacité d'adaptation. Et donc, à l'école, je ne suis pas certain qu'il fallait leur apprendre comment écrire des SMS ou des messages instantanés. Je crois qu'ils savent mieux que les enseignants comment on fait. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est surtout pas rejeter ces variétés.
faut simplement les valoriser pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des variétés tout à fait pertinentes pour tel ou tel type d'usage, mais il faut aussi leur dire à un moment donné, l'école, elle a en charge de vous enseigner la variété socio-professionnellement valorisée aussi. Et donc, c'est plutôt vers ça qu'on va s'orienter, tout en ne dénigrant pas les autres types de variétés. En tout cas, pour ce qui est de la variété de discours de transition, pour reprendre l'expression qui a été utilisée, c'est-à-dire la communication. Pour ce qui est de la littérature, si je peux juste dire quelques mots, moi je ne suis pas pour l'absence de règles, il existe des règles. Et pour moi, l'alexandrin, c'est un très bon exemple, parce qu'en fait, la règle, elle est parfois très libératoire, c'est-à-dire que vous avez une contrainte, et à l'intérieur de la contrainte, vous faites ce que vous voulez. Et donc, c'est intéressant, et ici, la règle de l'alexandrin, elle est, en gros, elle ne vient pas de nulle part, il y a une espèce de rythmique prosodique c'est un peu comme le nombre d'or. Hein. On a l'impression que le nombre d'or, visuellement, ça nous parle, mais on ne sait pas trop pourquoi, mais ça correspond à quelque chose de nos perceptions, nos ressentis. Donc, ça régule. Mais à l'intérieur de ça, on a toute une liberté. Alors, on peut décider de se dire, OK, l'exercice excitant, c'est d'avoir une contrainte et d'être complètement libre à l'intérieur. Comme vous pouvez vous dire, moi, la règle, même si elle correspond à quelque chose, j'ai juste envie d'exploser et je vais aller au-delà. Mais tout ça, ce sont des libertés qui sont entre les mains des producteurs de langage écrit ou oral, qui sont en fait les vrais propriétaires de la langue. Si vous, je vais dire quelque chose de politiquement incorrect, mais donc si vous mettez une bombe sous l'Académie française et qu'elle tombe, le français existe toujours, sa littérature aussi. Si vous cousez les lèvres et cousez les manches de tous les francophones, le français meurt. Ça vous donne une idée de où se trouve le pouvoir d'une langue si on le consent bien et qu'il est bien consenti. Il faut déplacer le pouvoir. Le pouvoir n'appartient pas à une académie élitiste, le pouvoir appartient aux personnes qui parlent la langue. Et tant qu'ils ne se réapproprient pas leur langue, parce qu'elle est exclue du domaine d'appropriabilité, tant qu'ils ne se l'approprient pas, pour moi, c'est un crime de lèse-citoyenneté. Et c'est un abus de pouvoir. Pascal Leclerc, peut-être sur cette idée de contrainte qui favorise aussi la créativité, enfin, contrainte de cadre. En fait, c'est ce que j'étais en train de glisser à Charline juste maintenant. On est tellement d'accord que Karel Logiste en fait, a fait ce travail-là avec les élèves. C'est-à-dire qu'il est parti de contraintes formelles pour essayer de développer justement l'imaginaire autour du texte. C'est évident que la contrainte est libératoire. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Qui ne pratique pas la contrainte en tant que poète, je veux dire, en fait, la question est de savoir quelles contraintes on se fixe. Et une fois que les contraintes sont fixées, le but, c'est de s'en servir, de les exploser, de s'en servir. Et c'est toujours un aller-retour entre la contrainte, l'explosion de la contrainte, etc. Et c'est ça qui fait aussi que l'œuvre avance et qu'on n'écrit pas toujours le même poème. Donc moi, je suis totalement, évidemment, je pense que plus on a de contraintes et plus on va pouvoir creuser justement ce terreau de la langue et essayer d'en sortir. Et il y a des choses très intéressantes qui sortent de ça, oui. Je ne sais pas, je n'étais pas là quand Karel a fait ses textes. Peut-être que Charline peut... Non, c'est exactement ça. C'est effectivement, on avait joué justement avec ces contraintes pour générer des sens nouveaux, même des univers. Hein. On est vraiment dans la génération d'univers et d'imaginaires nouveaux. Et je pense que de ce point de vue-là, l'expérience en laboratoire poétique est intéressante parce qu'elle permet de penser autrement, en marge, à côté. Et pour moi, c'est une expérience très, très importante. Elle se vit en classe, mais elle pourrait se vivre aussi au niveau de la société, quelque part, pour revivifier l'intelligence collective et peut-être, qui sait, la décision politique. Lire de la fiction, de la poésie, pourquoi pas? Je pense qu'il y a des enjeux réels, politiques. Alors, il nous reste 5 minutes. Je prends encore une question Internet. Ah, ça, c'est une question de parents qui se la posent tous. Comment faire lire nos ados? Ben, j'invite les parents à lire eux-mêmes, je pense, et à mettre concrètement les enfants au contact de livres. Alors, la littérature, elle n'est pas seulement faite de papier, elle s'écoute aussi. On peut entrer en littérature par des textes oralisés, mais on peut entrer aussi en littérature par l'image. Donc, voilà, c'est une invitation peut-être aux parents à fréquenter davantage les bibliothèques. Et je pense que c'est vraiment le tout début.
Merci. Une ultime question. Alors, la littérature peut-elle désamorcer l'incapacité des individus à développer une critique construite de la réalité? Donc, peut-elle amorcer la capacité des individus à développer cette fameuse critique construite de la réalité? Peut-être, Justine? La littérature a-t-elle ce pouvoir? Oui, j'ai envie de dire oui, j'ai envie de prêcher pour ma chapelle. Je travaille en études littéraires, donc j'ai envie de dire oui. Exemples d'une efficacité critique de la littérature, il y en a plus que ce qu'on pense en réalité. Alors, il y a des exemples un peu spectaculaires, il y en a d'autres qui sont moins, mais il y a des cas de romans, je pense à un roman en Allemagne là, qui a permis à la ministre allemande de la Justice de rouvrir une commission pour penser les effets du nazisme sur le droit allemand. Et ça, c'est parce qu'il y a un roman qui est sorti, parce que les gens en ont parlé, etc. On a décidé de rouvrir ce dossier-là. Donc en fait, des cas comme ça, où il y a des mobilisations grâce à un texte qui a circulé, qui a été lu, qui a été commenté, qui a été enseigné, il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Donc oui, j'ai envie de dire oui, mais tout ça, ça dépend vraiment d'usage. Je crois qu'il n'y a pas de pouvoir interne à un texte. Il n'y a qu'un texte qui se branche sur une chaîne d'acteurs, sur des gens qui vont en faire quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on arrive tout doucement à la fin de cette rencontre. Et avant de vous remercier tous, une ultime question pour Charline. Charline Audin, donc ici, ce livre, Poetic Lab, Poésie embarquée pour professeurs. Poetic Lab, première édition. Deuxième édition? Alors, il y en a eu une cette année, en fait, où j'ai eu l'occasion, c'était un peu bricolé, puisque on ne savait pas très bien si ça allait pouvoir se faire, où Catherine Barzix, Aurélien Denis et Karl Norack nous ont fait l'amitié de venir animer des ateliers, toujours dans un but de faire découvrir la poésie, mais pas que, travailler la langue activement en classe. Et oui, j'espère une prochaine édition. Hein. Je pense qu'il y a encore beaucoup de poètes à inviter et beaucoup de réflexions sur la langue à mener dans les écoles. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté avec nous à cette rencontre. Merci à nos intervenants, donc Charline Audin, Dan Van Ram, donc depuis Bruxelles, j'imagine. Merci à vous, Justine Hupp et Pascal Leclerc. Un tout grand merci. Et merci à Jérôme Jamin et à la Foire du livre politique. Voilà, bonne continuation, bonne foire et merci à tout le monde. Merci Julien, merci à tes invités, merci au territoire pour ce débat. On va marquer une pause et on vous invite à nous rejoindre au débat qui est prévu à 16h autour de l'ouvrage Quel parti politique pour demain, le débat intitulé Quel parti politique pour demain, organisé par les éditions Now Future. Donc c'est à 16h et je vous rappelle également le débat de 17h30 et le Facebook Live de 18h30 jusqu'à 20h avec la remise du prix et du coup de cœur des territoires, la présentation du futur film du festival politique, du film politique, et à 20h le débat de politique revue de débat. Merci à tous et toutes et à tout de suite.